C'est l'un des meilleurs observateurs de l'univers carcéral suisse, mais aussi européen. Jean-Pierre Restellini va quitter à la fin de l'année ses fonctions à la tête de la Commission nationale de la prévention de la torture. C'est un communiqué de la Confédération qui nous l'a annoncé hier. Le médecin et juriste genevois avait déjà l'an passé quitté ses fonctions au sein du Comité européen pour la prévention de la torture. Il est avec nous ce matin pour faire le bilan de ce long combat au nom des libertés fondamentales et aussi pour analyser ce virage sécuritaire qui se dessine en Europe et qui laisse peu de place à ceux qui défendent une approche humaniste des questions de société. Bonjour Jean-Pierre Restellini. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h depuis notre studio de Genève. Il est évident que quand vous êtes à la tête d'une commission qui a pour but d'améliorer les conditions de détention, c'est pas forcément effectivement une période particulièrement propice. Cela étant, je me plais à rappeler que si on veut éviter de fabriquer des terroristes et peut-être même plus simplement de fabriquer des récidivistes, il faut absolument que le pays, la collectivité, se penche aussi sérieusement sur les conditions de détention. Indiscutablement. Pour ma part, j'ai commencé à travailler dans les prisons genevoises comme jeune médecin stagiaire au quartier cellulaire, c'était il y a plus de 35 ans. Et il est évident qu'à l'époque, je dirais, le trend, la tendance allait plutôt vers le renforcement des droits des personnes privées de liberté et on était plus entendu lorsqu'on prêchait ce genre de discours-là. Je vous le répète, les armes qui sont aujourd'hui les nôtres pour lutter contre cette folie terroriste, elles sont maigres, n'est-ce pas ? Et si vous me permettez d'enchaîner, je ne suis pas du tout persuadé, c'est un euphémisme, que ces grandes gesticulations guerrières qui consistent à multiplier le nombre de bombes qu'on va lâcher sur les faubourgs de Raqqa soient la bonne méthode. Les armes pour lutter contre cette folie sont maigres. Tout à l'heure, vous évoquiez la question des conditions de détention, de l'amélioration des conditions de détention. Pour vous, que ce soit en France ou ailleurs en Europe, améliorer les conditions de détention, ça peut être justement une manière de prévenir certaines dérives djihadistes ? Indiscutablement, l'ensemble des études qui ont été conduites dans nos pays occidentaux dits civilisés montrent que vous avez en moyenne, au minimum, une personne sur deux dans nos prisons qui sont pas très bien dans leur tête, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire qui souffrent de troubles mentaux au sens large du terme. Il est évident que ces gens-là, si on se limite à les enfermer 23 heures sur 24, eh bien on va certainement pas les améliorer. Donc il faut que nos prisons comprennent enfin qu'une bonne partie des gens qui s'y trouvent sont aussi quelque part, et permettez-moi l'expression, sont aussi quelque part des victimes, c'est-à-dire des cabossés de la vie, et que si on ne fait que les enfermer, eh bien entendu, on va les rendre encore plus dangereux quand on les laissera sortir. C'est un discours qui est difficile de tenir aujourd'hui, à l'heure où l'opinion justement réclame des mesures très fermes à l'égard de ces personnes soupçonnées de djihadisme ou convaincues de djihadisme. Vous pensez qu'on peut vraiment imposer une approche un peu moins répressive, notamment dans les prisons? Écoutez, l'un de mes étudiants, puisque j'enseigne au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire depuis plus de 15 ans, me posait une question très simple en me disant, mais finalement, monsieur Restellini, pour vous, c'est quoi une bonne prison? Pour moi, une bonne prison, c'est très simple, c'est une prison qui évite la récidive. Un point, c'est tout. Donc, à partir du moment où on se met cet objectif en tête, on essaye de réfléchir à froid, intelligemment aux meilleurs moyens d'éviter ces récidives. Et là, notamment, la question aujourd'hui qui fait débat dans tous les pays européens, est-ce que oui ou non, ces fameux djihadistes, entre guillemets, doivent être isolés ou pas? J'en discutais récemment avec mon homologue, madame Adeline Hazan, qui est le contrôleur des prisons françaises, et nous étions d'accord pour dire que tout cela aurait un sens, c'est-à-dire le fait de les isoler à partir du moment où ces gens ne ressortiraient jamais. Maintenant, il est tout à fait clair que lorsque vous avez quelqu'un qui décide peut-être d'envisager de partir pour faire le djihad en Syrie, qu'il est, comment dirais-je, arrêté, eh bien on va pas le garder en prison à vie. Par conséquent, si ce jeune homme, on décide de le placer avec d'autres grands excités, le jour où on va le relâcher, c'est-à-dire 2-3 ans plus tard, il va être encore plus radicalisé. Donc qu'est-ce qu'on en fait? On en fait des bombes. On a beaucoup évoqué ces derniers temps les programmes de déradicalisation qui sont en train de se mettre sur pied en France, au Danemark, peut-être un jour même en Suisse, en tout cas on y songe. Ces programmes, ils sont un peu controversés. On a d'ailleurs entendu il n'y a pas si longtemps sur notre antenne Olivier Roy qui disait c'est ridicule de vouloir déradicaliser un islamiste. Ce serait comme vouloir soigner un extrémiste de gauche en le forçant à écouter des discours néolibéraux. C'est votre avis aussi ?
Écoutez, je suis effectivement pour le moins dubitatif. Je pense que si on veut véritablement s'attaquer aux racines du mal, il faut prendre en considération les conditions de vie dramatiques qui sont celles des périphéries, des grandes périphéries urbaines, notamment françaises. Et il est évident que lorsque vous avez plein de jeunes dont la tête est vide d'espérance, vide de bonheur, vide d'identité, eh bien c'est une proie facile pour ces grands prédicateurs qui vont en faire des terroristes. Mais c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler et non pas, à nouveau, je me répète, en multipliant le nombre de bombes qu'on lâche sur la tête des Syriens. Alors la Suisse, vous l'avez dit, est relativement épargnée par ce phénomène, mais il y a quand même des critiques qui planent autour des conditions carcérales qui sont celles qu'offre la Suisse, et vous en savez quelque chose, puisque, on rappelle, vous avez passé 6 années à la tête de la Commission nationale de prévention de la torture. Concrètement, est-ce que vous vous dites aujourd'hui, alors que vous vous apprêtez à quitter ces fonctions, que votre action a contribué à humaniser un peu ces conditions de détention ? Alors j'ai envie de vous dire tout d'abord que lorsque la commission parlementaire du national, entre guillemets, m'avait convoqué pour savoir si, à l'époque c'était en 2006, il fallait que la Suisse ratifie ou pas cette nouvelle convention, cette fois des Nations Unies, qui crée un mécanisme national et puis qui crée un autre mécanisme international, eh bien j'étais pas très chaud. Je vous avouerai franchement que j'ai dit à mes interlocuteurs commissaires que j'estimais pour ma part d'abord que la Suisse faisait pas partie des plus mauvais élèves en matière de torture, et Dieu sait si je m'en félicite, et puis deuxièmement que le comité européen qui passait une fois tous les 4 ans était peut-être suffisant. Mais ma réponse a été quand même de leur dire la Suisse doit donner l'exemple. Parce que si le pays le plus riche du monde par tête d'habitants, qui n'a pas connu de guerre depuis à peu près 5 siècles, qui est un état de droit démocratique, ne donne pas l'exemple, alors comment voulez-vous que les gens du Laos ou du Bénin soient d'accord aussi de créer des commissions qui inspectent leur propre privation de liberté? Alors, bilan après 6 ans de présidence, il est positif. Indiscutablement, même chez nous, eh bien, il y avait des situations, et il y a toujours des situations qui méritent d'être redressées, entre guillemets. Il y a quelques années encore, on parlait énormément de la question de la surpopulation carcérale. On a énormément évoqué le cas de Chandelon à Genève. On n'en parle plus aujourd'hui, ou très peu. Est-ce que ça signifie que la situation s'est améliorée, peut-être du fait notamment de votre action, ou bien est-ce que c'est simplement que cette question intéresse moins les politiques, les médias et le public en général ? Je crains que ce soit plutôt la deuxième hypothèse. Parce que vous le savez quand même, les conditions de détention à Chandelon restent extraordinairement précaires, la situation de la surpopulation reste majeure, et de nouveau, cette situation contribue malheureusement largement à faire en sorte que les gens qui y sont détenus, même pendant quelques mois, vont pas s'améliorer dans leur tête, loin de là. Il y a un autre thème dont on parlait beaucoup il y a quelques années, qui aujourd'hui est un peu moins évoqué, c'est peu dire, c'est celui des vols spéciaux, de ces renvois forcés dont les conditions ont été très critiquées. Vous vous êtes largement exprimé sur cette question. Là encore, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des progrès accomplis au cours des 6 dernières années, de ces 6 derniers passés à la tête de la Commission nationale de prévention de la torture ? Alors je peux vous dire avec plaisir, oui. Je peux vous dire avec plaisir que par rapport à ce que j'ai pu observer au tout début de mon mandat, puisque j'avais voulu participer personnellement à quelques vols, dans lesquels les conditions de contrainte étaient maximales pour tout le monde, eh bien, indiscutablement, la situation s'est améliorée. Les policiers qui sont chargés de monter dans ces avions, aujourd'hui, ont appris à utiliser des techniques de désescalade en matière de violence. Et vraiment, je me plaise à dire publiquement que les choses vont mieux. Alors, bien entendu, ça reste des moments qui sont toujours extrêmement douloureux, ça reste des tensions majeures lorsque vous avez des gens qui sont en Suisse depuis des années, qui y ont grandi et qui ont fait toute leur scolarité et qui brusquement doivent être rapatriés dans un pays dont ils ne connaissent même pas la langue, pour certains cas, c'est toujours extrêmement douloureux, vraiment. Mais vous avez l'impression que les cantons, ou certains cantons du moins, sont devenus petit à petit plus réceptifs à vos arguments au fil des années ? Alors de nouveau, il y a les bons et les mauvais élèves. Je ne vais pas trop citer le nom des mauvais élèves, mais vous avez indiscutablement des cantons qui ont suivi nos recommandations à peu près à la lettre, avec beaucoup de déférence, avec beaucoup d'efficacité. Et c'est pour moi très encourageant de voir que finalement, ces 6 dernières années ont servi à quelque chose. Écoutez, j'aurais malheureusement envie de vous dire que c'est inéluctable lorsque vous accueillez des milliers, alors je pense notamment également aussi à l'Allemagne, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de réfugiés, eh bien vous avez parmi ces réfugiés des moutons noirs. Mais si vous me permettez, je voudrais faire une espèce de petit rappel historique très personnel. Mon grand-père
en 1900. Au début du siècle, a franchi les Alpes à pied, il avait 14 ans, parce que dans son Italie natale du nord d'Italie, eh bien, on crevait de faim ou à peu près. Le chômage faisait rage. Il est arrivé en Suisse, à Genève notamment, au début du siècle. Je vous rappelle qu'à cette période, les prisons, notamment genevoises, la prison de Saint-Antoine, étaient pleines de terroristes, en guillemets, italiens. On les appelait les anarchistes. Et parmi ceux-ci, vous en avez notamment des célèbres. Je pense à Lucchini, qui a assassiné Sissi. Donc, ça n'a rien, si j'ose dire, de bien nouveau que d'apprendre que parmi ces flots de réfugiés, ces gens qui fuient, excusez-moi, des conditions de vie effroyables, eh bien, vous en avez certains qui sont effectivement dangereux. Mais à l'époque où les anarchistes justement perpétraient ces attentats en Europe à la fin du 19e siècle, il n'y avait peut-être pas forcément une stigmatisation qui en découlait pour l'ensemble de la communauté italienne de Suisse. Est-ce qu'aujourd'hui on risque pas justement d'observer une stigmatisation toujours plus grande des migrants, notamment des migrants du Proche-Orient ? Alors bien sûr, mais quand même, si vous me permettez de vous reprendre, concernant la stigmatisation de l'immigration italienne, à l'époque, alors de nouveau, je vous livre une anecdote très personnelle, je faisais mon service militaire au chalet à Gobet, et la dame qui était la responsable du restaurant me disait « Ah, qu'est-ce qu'on est content que l'armée vous soyez là pour nous protéger de tous ces sales Italiens !» Donc il y avait aussi, à l'époque, des réactions de cet ordre-là. Maintenant, vous avez raison de dire que la situation est ô combien plus compliquée, avec une stigmatisation évidente je dirais, des gens qui professent l'islam. Aujourd'hui, quand vous voyez cette gauche qui accepte le renforcement des moyens de surveillance, cette gauche matraque, comme on dit, est-ce que vous avez l'impression que c'est une gauche qui a un peu trahi ses valeurs, ou bien est-ce que vous dites simplement une gauche pragmatique ? Écoutez, celui qui vous parle, comme vous pouvez vous l'imaginer, a été nourri au biberon du respect des droits fondamentaux, dont le respect de la vie privée. Il est évident que quand on se dirige vers ce genre de Patriot Act, puisqu'il faut bien aussi évoquer ce qui s'est passé aux États-Unis à la suite de la chute des tours jumelles, je suis mal à l'aise. Maintenant, si on essaye de voir quelles sont les armes qui sont à notre disposition pour lutter contre cette folie terroriste, il n'y en a pas beaucoup. À partir du moment où, comme je vous l'ai dit, j'estime que le fait d'aller multiplier par 10 le nombre de bombes qu'on largue sur la Syrie et autres régions dans ces situations de guerre civile, qu'est-ce qui nous reste ? Et malheureusement, je dois convenir que les renseignements, c'est aujourd'hui une des armes les plus efficaces pour déceler celles et ceux qui préparent des actes terroristes. Donc la mort dans l'âme, je dois reconnaître, un peu comme Madame Savary, qu'on n'a peut-être pas 150 000 autres solutions. Jean-Pierre Restellini, vous entendiez à l'instant Esther Coco évoquer ce triple ticket UDC pour l'élection au Conseil fédéral. C'est évidemment la conséquence de ce virage à droite lors du dernier scrutin, ce Rechtrucht, comme on dit. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez ? Est-ce que c'est un mauvais signal pour les thématiques que vous défendez ? Écoutez, tout d'abord, je voudrais dire que ça n'est pas forcément dans les rangs de l'extrême droite ou de la droite tout court qu'on va trouver les personnes qui vont le plus combattre le respect des droits des personnes privées de liberté. Étonnamment, c'est loin d'être le cas. Maintenant, pour avoir eu de bons contacts avec l'actuelle présidente de la Confédération encore pour quelques semaines, Madame Sommaruga, qui était à la tête du département de justice et police, département auquel ma commission est indiscutablement rattachée, je vous avouerai que mes collègues et moi-même voyons avec un peu de crainte l'idée que ce soit dorénavant quelqu'un de l'UDC, un pur et dur, qui prenne la tête de ce département. Parce qu'il est clair que, de nouveau, les conditions de travail qui sont les nôtres, de même que les restrictions budgétaires qu'on nous impose, risquent de compliquer diablement les choses si en plus de ça on a quelqu'un à la tête de ce département qui est pas du tout sensible à cette problématique de la privation de liberté. J'ai déjà effectivement fait un petit tour du politique. J'ai l'impression que je peux être plus utile ailleurs, et pour ne rien vous cacher, j'envisage cette fois plus largement de m'impliquer dans une autre institution qui s'appelle le Centre du contrôle démocratique des forces armées, et qui travaille dans des régions ô combien plus compliquées et délicates que celles de la Suisse, et je dirais même de l'Europe, puisque je m'implique assez largement, notamment dans des régions comme la Palestine, comme la Tunisie, et j'entends bien ne pas à l'avenir uniquement me limiter à cultiver mon jardin.
On vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Jean-Pierre Restellini, médecin, juriste et actuel président de la Commission nationale de la prévention de la torture. Vous allez quitter, on le rappelle, vos fonctions d'ici un petit mois. Bonne journée à vous. Merci, à vous aussi.